bonjour à tous et à toutes. On a donc Francis avec nous, tout est prêt. Alors, vous avez vu que le sujet a changé hier, j'ai envoyé un petit message à tous. Donc, finalement, Francis va nous parler d'une vision nouvelle, si je comprends bien, ou alternative, comme le dit le titre, hein, des modèles de diffusion. Qui sont des choses qu'on a un petit peu utilisées dans Confiance.ai, mais pas encore beaucoup. On y réfléchit beaucoup pour la suite éventuelle les suites éventuelles du programme, hein. Ça fait partie de l'IA générative, donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup pour le futur. Voilà, et donc on va mettre en marche l'enregistrement, à moins que quelqu'un proteste, mais normalement c'est qu'il n'y a que Francis qui a enregistré. Donc mais lui a déjà donné son accord. Voilà. D'ailleurs, apparemment, Lilia, tu as démarré l'enregistrement déjà, si je comprends bien. Oui, oui. Ok, bon, bah, donc voilà, c'est fait. Est-ce que tu aimes bien qu'on t'interrompe en cours de route ou bien tu préfères avoir les questions à la fin? J'aime bien qu'on m'interrompe en cours de route. D'ailleurs, je ferai une petite pause au milieu quand, D'accord. en fait, il y aura une partie revue de l'existant et une partie plus de nos travaux personnels. Et je ferai une petite pause après la revue Ok. pour commencer à répondre aux questions. Voilà. Bon, donc tu n'as pas besoin de surveiller les mains levées et le chat. Moi, je m'en occupe, hein. Si je vois un truc urgent, je t'interromps aussi. Et donc, on est parti. On essaie que la partie principale soit terminée vers 11h45, quelque chose comme ça, pour qu'on ait le temps de discuter. Et Très donc, bien. et on y va. Et finalement, on est une quarantaine. Tu vois, j'attendais 20, mais on est déjà 40. Très bien, super. Allez, c'est parti. Merci. Merci, merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de modèles de diffusion dont vous avez probablement entendu parler. Au moins, vous avez vu les belles images. Et l'idée un peu, c'est d'aller voir au-delà des belles images, de comprendre d'où viennent ces belles images pour pouvoir les étendre à des choses peut-être plus intéressantes. Donc, c'est des travaux en collaboration avec des collègues des États-Unis, Ji-Won Park et Saïd Sarami. Alors, donc, le problème, hein, ça va être d'échantillonner une distribution de probabilité. Donc, cette distribution de probabilité, ça peut être sur l'ensemble des images, par exemple, et souvent, elle est donnée soit par sa densité, d'accord, P de x, qui est l'exponentielle moins l'énergie, F. Et donc ça, c'est par exemple quand on fait de l'inférence bayésienne, eh bien, quand on écrit la vraisemblance des observations et la distribution a priori, on obtient, on doit échantillonner la loi a posteriori. Donc on a un problème de ce type-là où on connaît l'énergie, d'accord, et on peut échantillonner. C'est vrai aussi en physique, quand on a une énergie physique et qu'on veut échantillonner. C'est vrai en dynamique moléculaire, par exemple. Donc, il y a plein de domaines où l'énergie est connue et c'est un problème très important et crucial de savoir échantillonner. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça. C'est qu'on va regarder des problèmes où on ne connaît pas la densité, mais on a des échantillons déjà présents des données. Donc, le cas d'usage, c'est j'ai plein d'images et je veux régénérer une nouvelle image. Et je ne vais pas, de manière explicite, essayer de trouver une densité des images. Je vais simplement essayer de rééchantillonner directement. Donc, les applications, d'accord, c'est la génération d'images. Il y a toutes les jolies images que vous voyez sur le net sont faites avec ça. Mais souvent, c'est de la génération conditionnelle. Ça veut dire qu'on va s'amuser à pas générer une image au hasard, un X au hasard. On va conditionner par rapport à un petit bout de texte qu'on appelle un prompt. Et on va générer la proba de X sachant Y. C'est ça un peu là où est le truc intéressant. Et donc ça, je ne vais pas en parler beaucoup. Il faut juste mentionner que en pratique, c'est fait en utilisant la règle dite la règle de Bayes, qui exprime P de X sachant Y comme P de Y sachant X et P de X. Et donc, il faut connaître bien P de X. Donc, il faut savoir avoir des outils pour échantillonner de P de X, c'est ce qu'on va faire. Et il faut corriger par ce terme-là. Et ce terme-là, c'est exactement tous les termes de prédiction d'une étiquette sachant une image. Donc ça, tous ces termes-là, il y a eu 40 ans de vision artificielle pour savoir faire la reconnaissance d'objets ou de l'étiquetage d'images ou de description d'images.
Donc, en gros, ça permet de réutiliser beaucoup ce qui a été fait. Mais je peux parler de ça. Je vais te montrer une belle image voilà, de ce qui vous avez du temps à perdre. Pas pendant que je parle, mais après. Si vous avez du temps à perdre, vous allez sur stablediffusionweb.com et vous pouvez générer des images. C'est juste pour mentionner que qu'est-ce qui rend le problème difficile, d'accord? Donc, qu'est-ce qui rend le problème difficile? C'est que, on est en grande dimension, d'accord? On ne fait pas d'échantillonnage en dimension 2 ou 3, on est en dimension plusieurs millions. Et que, ceux qu'on va échantillonner, tout ne se ressemble pas, d'accord? Donc, je verrai des exemples tout à l'heure de ce que je veux dire par là. On n'est pas unimodal, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il faut imaginer en grande dimension, c'est qu'il y a plein de l'espace est occupé par des petites poches avec des données mais qui sont toutes séparées les unes des autres. D'accord? Donc, on ne passe pas d'une image de panda à l'image de Dark Vador de manière simple. D'accord? Il y a beaucoup de modifications à faire. Donc, il y a pas mal c'est en grande dimension et il y a passer d'une image à l'autre est assez complexe. Donc, ça, c'est le but du jeu, de comprendre comment on peut faire ça. Mais au-delà des images, ça sert aussi de plus en plus à d'autres domaines, et mes collègues vont appliquer ça à l'échantillonnage de protéines, où là, c'est aussi conditionnel. On veut trouver une protéine qui s'attache à une molécule bien précise, à une cible thérapeutique. Et donc, tout ce qu'on fait en image, on peut essayer de le reproduire dans le cas des protéines, sachant que les géométries sont un peu différentes. On n'est pas dans un espace de pixels, un espace de molécules, donc c'est un peu compliqué. Donc l'idée est aujourd'hui de comprendre comment fonctionnent les méthodes classiques pour pouvoir les étendre, aux endroits moins classiques. Donc les deux difficultés, c'est que les distributeurs sont multimodales, il y a des poches un peu partout. Allô? Oui, allô? Bonjour, je m'appelle Clara, je suis bénévole pour la campagne de Marie Toussaint. Est-ce que je suis bien au téléphone avec Boris? Oui, c'est ça, oui. Boris, son micro. Attendez, dites donc que vous ne pouvez pas, excusez-moi, mais vous pouvez ne pas encombrer cette réunion, s'il vous plaît? Non, c'est juste quelqu'un qui a répondu au téléphone, il n'y a pas de souci. Donc la difficulté, c'est qu'on est en grande dimension et que la plupart des méthodes classiques d'échantillonnage, elles vont marcher en dimension 1, 2, 3 jusqu'à 10, mais en dimension million, elles vont complètement s'écrouler. Voilà. Alors, donc, l'outil qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les diffusions, donc d'où le nom diffusion, qui est essentiellement une équation différentielle avec un petit peu de bruit. Donc, c'est pas une équation différentielle, c'est que quand je passe de l'espace de l'instant t à l'instant t plus dt, eh bien, ma variation, ça va être moins le gradient d'une fonction fois mon pas de temps. Donc, ça, c'est l'équation différentielle classique, qui s'appelle souvent le flow gradient. Donc, il va chercher à minimiser la fonction f. Donc, je suis le gradient, l'opposé du gradient, donc je descends, mais on va rajouter un petit peu de bruit. Donc, ça, c'est la version équation différentielle stochastique qu'on voit à l'école, à niveau avancé, d'accord. Mais moi, la manière dont je le vois, c'est que on peut le voir à travers sa discrétisation classique, qui est une descente de gradient, avec du bruit. Donc ça, c'est la discrétisation de cette diffusion, où je passe de l'étape K à l'étape K plus 1, en suivant le gradient, l'opposé du gradient avec un petit pas. Donc ça, on sait que si jamais je fais beaucoup de pas, je finirai par converger vers un minimum local, en général de f. Et j'ajoute du bruit, donc un bruit qui est gaussien, donc ça c'est la gaussienne normale, la gaussienne de moyenne 0 et de covariance identité, que je multiplie par racine de 2 gamma. L'important c'est la racine ici, sachant que le pas gamma sera petit, la racine de gamma ça va être grand par rapport à gamma, donc on rajoute pas mal de bruit. Et comme on rajoute pas mal de bruit, on ne va pas converger vers un minimum de l'énergie, on va converger vers exactement cette distribution qui s'appelle souvent la loi de Gibbs associée à l'énergie. Donc ça, je résume en 2 minutes, 20 ans, un cours entier d'équations différentielles stochastiques. Et ça s'appelle l'équation de Langevin. Donc ça, c'est un peu le cœur du réacteur pour la plupart des méthodes d'échantillonnage. Là, c'est en espace continu, mais en temps continu, on parle d'échantillonnage de Gibbs. Et donc, toutes les méthodes FCMC sont de près ou de loin un exemple de ça. Des fois d'un peu loin, au moins en première approximation, ça ressemble souvent à ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait dire? À l'opposé
de l'optimisation. Donc, j'aurais pu faire un tour d'optimisation. Je vous aurais dit que quand on fait la descente de gradient sans bruit, eh bien, ça converge vers l'optimum global de manière stable que si on est convexe, d'accord, que si l'énergie est convexe. Eh bien, il s'avère qu'un échantillonnage est beaucoup plus puissant, c'est que ça fonctionne toujours, d'accord. Donc, c'est des méthodes qui, donnez-moi suffisamment de temps, à la fin, j'aurai un échantillon de la loi que je veux. Ça se passe bien. Ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif, c'est que ça va très, très lentement. Donc, le fameux fléau de la dimension va taper à plein régime quand on va faire cela. Donc, en dimension D, ça va prendre un temps exponentiel en D. Sauf si jamais on se place dans un cas gentil où l'énergie est convexe. Donc, le convexe, ça veut dire que c'est en gros, c'est en gros unimodal. Et dans ce cas-là, tout ceci va converger très rapidement avec des taux de convergence explicites. Et donc, Saclay, spécialiste, la version IPP de Saclay et version spécialiste avec Arnaud Dalalian à l'ENSAE, et Alain Durmus et Eric Mouline à la LIX qui travaillent là-dessus et qui ont fait des travaux importants sur à quelle vitesse ça converge. Donc, l'image qu'il faut avoir, donc les images, je montrais quelques images, mais j'ai beaucoup travaillé sur les données en 2 dimensions qui permettent de comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai une belle gaussienne en dimension 2, avec là, ce sont les lignes de niveau de la densité, donc c'est des cercles. Et en noir, j'ai la trajectoire de Langevin. D'accord, je pars et je suis une particule qui oscille. Et comme je suis avec un seul mode, eh bien, je vais explorer le mode et à la fin avoir un échantillon de ma loi. Donc ça, c'est le côté favorable. Quand on est donc log concave, ça veut dire que l'énergie est convexe, ça se passe comme cela. Mais en pratique, j'ai parlé de poche un peu éloignée. Eh bien, si je prends 2 gaussiennes, donc si j'ai le choix entre un mélange de 2 gaussiennes, donc en fait, soit ici, soit là, eh bien, ma chaîne de Markov, ma diffusion, elle va explorer un mode et de temps en temps, elle va sauter. D'accord. Donc là, effectivement, si j'attends suffisamment longtemps pour passer de l'un à l'autre de temps en temps, je vais avoir un échantillon, pas d'échantillon de ma densité, mais si j'écarte encore plus, d'accord, eh bien, la probabilité que je saute de là à là va converger vers 0 en un temps exponentiel dans cette distance. Et il s'avère que là, dans ce cas-là, là, dans mon exemple, ça n'a pas sauté et ça a sauté presque jamais. Il faut vraiment attendre assez longtemps, d'accord, avant que ça saute. Donc, la difficulté de l'échantillonnage, c'est que les algorithmes que je présente ici, c'est les différents classiques, sont tous convergents en temps très très long, mais en temps vraiment très très long. D'accord. Donc, l'idée est de pouvoir aller au-delà de ça, d'accord, de pouvoir gérer ces problèmes-là. Voilà, donc ça, c'est le but du jeu. Donc, ce que je vais présenter, c'est un peu donc, les modèles de diffusion. Ça a été lancé par Song et Hermon en 2019. Et là, je vais suivre la présentation de mes collègues de l'ENS, à l'époque de l'ENS, Valentin Bartoli et Gabriel Perret. Donc, l'idée va être, avant de faire les maths, va être l'idée de prendre ma fameuse distribution gaussienne, un mélange de gaussienne. Donc, imaginez que ça, c'est vos images. Je suis en dimension 2, là, pour dimension 1 million. Et je vais rajouter du bruit, d'accord, pour les transformer en une grosse gaussienne. D'accord, donc ça correspond à rajouter du bruit et à rescaler. Si j'ajoute du bruit gaussien, je vais finir par grossir. Donc, je rajoute du bruit, puis je rescale pour rester à la même échelle. Eh bien, à un instant t égale 0, j'ai ma distribution initiale, celle qui m'intéresse. Je vais imaginer que je rajoute du bruit pour arriver à quelque chose qui est très, très simple. Comme c'est très, très simple, je vais savoir échantillonner. D'accord, une gaussienne, je sais faire. Et l'idée des modèles de diffusion, c'est d'aller à l'envers, c'est de retourner le temps, de passer de là, à là, et enfin jusqu'à là. Donc, je vais échantillonner en commençant par quelque chose de très, très simple, et je vais retourner le temps pour arriver là. Donc, l'enjeu est de savoir, est-ce que je peux retourner le temps? Donc ça, il y a 30 ans 50 ans d'optimisme stochastique, d'équation de différentielle stochastique pour nous dire qu'on sait faire. D'accord. Donc ça, on sait faire. Donc ce qui est important, c'est on sait faire en distribution. Ça veut dire que si j'ai un échantillon là, et je rajoute du bruit et que je vais à l'envers, je ne vais jamais retrouver le même échantillon.
Il n'est pas possible j'ai rajouté plein de bruit, de revenir exactement le même. Par contre, en termes de distribution, ça sera distribué pareil. Donc, j'aurai quelque chose qui sera un mélange d'un peu de ça, un peu de ça. D'accord? Donc, l'important, c'est d'avoir la bonne distribution. Et donc l'idée des modèles de diffusion, c'est de partir d'une gaussienne et de revenir en arrière. D'accord? Voilà. Donc, regardons un petit peu les maths derrière. Donc, le processus forward, ça s'appelle un process de Ornstein-Uhlenbeck, qui est une équation de diffusion classique avec un terme qu'on appelle de drift qui est très simple. C'est juste l'énergie, simplement le carré, la norme au carré sur 2. L'énergie, donc le gradient, c'est x. Donc, l'idée, c'est de xk plus 1, ça sera moins xk plus du bruit. Donc, l'important, c'est qu'on démarre de la distribution dont on souhaite échantillonner et on arrive à la fin à une grosse gaussienne. Et donc, la manière de le voir par manière précise, c'est que à l'instant T, eh bien, notre distribution, ça sera notre distribution initiale plus du bruit gaussien et tout ça un peu rescalé. Et l'important, c'est de se rendre compte que quand t tend vers l'infini, d'accord, l'exponentielle de moins t tend vers 0, donc la contribution de mes données va disparaître. Et quand t tend vers 0, quand t tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 1, et j'obtiens une grosse gaussienne. C'est juste des maths pour ceci. Je pars de ma distribution à l'instant t égale à 0, et j'arrive à une grosse gaussienne qui est de variance fixe. Donc maintenant, le problème, c'est de savoir comment je retourne le temps. D'accord? Donc, c'est quoi retourner le temps? C'est je pars d'un grand T très très large. Je sais que j'ai l'air gaussien à cause de l'équation qui est ici, et je vais derrière. D'accord? Donc là, petit calcul pas trivial du tout d'équation différentielle stochastique. Eh bien, si je prends le process backward, donc qui retourne le temps, donc grand T moins petit t, eh bien, il suit aussi une équation différentielle stochastique. Donc ça, voilà, avec un terme maintenant, un brownien classique, mais avec un terme de drift qui n'est plus aussi simple qu'avant. D'accord? Et il fait intervenir quoi? Il fait intervenir la densité de mes points, d'accord, à l'endroit où je suis. Donc, si je veux pouvoir aller à l'envers, d'accord, dans ma courbe ici, eh bien, pour pouvoir aller à l'envers, il va falloir que je connaisse pas mal de choses sur mes densités. Autant le processus forward d'ajouter du bruit, je peux ne rien connaître sur mes données, j'ajoute du bruit gaussien, c'est complètement très simple. Donc, pour aller dans un sens direct, forward, ça c'est facile, mais backward, il me faut de l'information. Donc, quand on va faire un modèle de diffusion, l'outil, c'est de retourner le temps, mais il va falloir estimer ces choses-là. Et c'est là que la magie est. Donc, il y a deux éléments importants dans ces modèles de diffusion. C'est l'idée de bruiter et débruiter. Voilà, c'est l'idée 1. Et la deuxième idée, c'est ceci n'est possible que si je sais estimer ces choses-là à partir de données. Donc, quand j'ai un espace des images, il faut que je puisse avoir une idée de ce que c'est ça. Voilà. Ça, c'est un peu l'élément important. Donc, je répète, je rajoute du bruit pour arriver à une gaussienne. Je retourne le temps. Ça, on sait faire, mais il faut connaître de l'information sur la densité. C'est ça qu'on va faire maintenant. Donc, en termes d'algorithmique, c'est assez simple, mais une fois que j'ai mon équation en temps continu, je peux la discrétiser. Donc, à la fin, un modèle de diffusion, c'est, je vais dire, une ligne de code qui est celle-ci. D'accord? Je sample une grosse gaussienne, puis après, j'applique ça plein de fois. Voilà. Et j'ai besoin d'avoir ces choses-là. D'accord? Comment on atteint ces choses-là? C'est là où est toute l'action dans les modèles de diffusion. Donc, on appelle ça les fonctions score. En tout cas, la fonction score, c'est le gradient de la log densité. Attention, pour les spécialistes de stats, le score, souvent, c'est ce gradient par rapport aux paramètres. Là, on prend le gradient par rapport à l'observation. Voilà. Donc, le but du jeu, donc je vous rappelle qu'on avait ces données xt qui étaient une somme de ma densité initiale plus du bruit gaussien rescalé. Donc, si on veut avoir la densité, c'est équivalent d'avoir le bruit plus le bruit, la densité plus du bruit, d'accord, en changeant, en rescalant. Donc, on va appeler maintenant ça sigma. Donc, l'idée, quand on va faire des diffusions, c'est de trouver les densités de mes données x plus du bruit. Je rappelle que moi, je connais que des échantillons.
D'accord? Donc, j'ai des échantillons de x0 et je vais pouvoir réussir à trouver ces densités sans avoir à connaître autre chose que les échantillons. Donc ça, il y a quelque chose qui est utilisé dans cette littérature, ça s'appelle Empirical Bayes. Et juste une petite note, ça a été lancé par Robbins en 1956. Et c'est le même Robbins qui a fait Robbins-Monroe, le papier avec Monroe sur le gradient stochastique, important quand même, et aussi tous les papiers avec Lai Robbins sur les bandits. Donc pour tous ceux qui ont vu un peu de bandits et un peu de gradient stochastique, qui sont quand même deux thèmes importants en machine learning, eh bien, quelque part, Robbins, c'est un peu à l'origine de tout ça. C'est quelqu'un qui a fait plein de choses. Voilà. Donc, c'est quoi le principe d'Empirical Bayes? Il y a plusieurs noms pour cela. Donc, l'idée, c'est de trouver la densité de x plus du bruit. D'accord? Donc, x, ça sera ma loi sur les images, plus du bruit. Donc, il y a un petit côté magique, qui est une formule qui se montre en 3-4 lignes, je ne vais pas le faire ici, mais qui est, si j'observe y, d'accord, qui est x plus du bruit, quelle est la meilleure version que je puisse estimer de x? D'accord? Donc, au sens des moindres carrés, eh bien, c'est l'expérience conditionnelle de x sachant y. Donc, ça, c'est la meilleure fonction de y qui permet de retrouver x en moyenne quadratique. Donc, ce n'est pas forcément une bonne estimation, mais c'est la meilleure possible. Et donc, ce qu'a montré, là, c'est plutôt Miyazawa en 61 dans Kagossien, c'est que dans ce cas-là, bon, l'estimateur de base, c'est y. Donc, y, c'est x plus du bruit. Pour retrouver x, j'ai qu'à prendre y. Donc, ça, c'est l'estimateur un peu bêta. Il s'avère que l'estimateur optimal, il y a une correction, et cette correction dépend de cette log density. Et ce qui est magique, et ce qui a été utilisé par de très nombreux statisticiens, c'est que ce dont on a besoin, ce n'est pas la densité des x, c'est celle des y, d'accord, des données bruitées, et qui est beaucoup plus simple à estimer parce qu'on a rajouté du bruit, donc on a rendu les choses un peu plus simples. Et donc, ce résultat important de Miyazawa et Robbins nous dit que le débruiteur optimal, qui est l'expérience conditionnelle de x sachant y, eh bien, s'obtient à travers, grâce à cette fonction score qui est ici. Alors, nous, ce qu'on va faire en diffusion, c'est là, on va utiliser cette inégalité dans l'autre sens. Nous, on veut accéder à cette chose-là, parce que c'est ça dont on a besoin pour faire la diffusion inverse, d'accord? Eh bien, on va dire dans ce sens-là. Et ça a d'abord été fait par Saarinen et Niväinen. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se créer un faux problème d'apprentissage qu'on va résoudre avec les outils connus. Donc ça s'appelle le score matching. C'est lancé par Niväinen dans les années 2000 et Pascal Vincent en 2011. Donc, le but est d'estimer ce score. Mais comme on sait que ce score, à un pouillème près, c'est quelque chose qui débruite, on va se créer un faux problème de débruitage. Donc, je vais prendre mes données observées xi, donc j'en ai n, je vais rajouter du bruit, donc yi, ça sera xi plus du bruit gaussien, et je vais chercher à trouver une fonction de y, de sorte que si je forme cette somme-là, eh bien, je retrouve x du mieux possible. D'accord? Donc, j'ai ces données, c'est faire un critère empirique pour cette expérience conditionnelle. Donc ça, là, on voit que j'observe tout. Donc, xi, c'est mon observation d'image. Yi, c'est la même image plus du bruit. Et maintenant, je vais cette fonction, qui est la fonction que je vais estimer, je vais la paramétrer par un paramètre θ, donc par un énorme réseau de neurones. Et c'est là où j'utilise 30 ans de technologie de réseau de neurones pour mettre ici toute l'intelligence non artificielle, l'intelligence des chercheurs qui vont trouver des modèles efficaces pour estimer, là, ici sur les images dont je parle, dans le cas des protéines, c'est quels sont les bons espaces fonctionnels pour apprendre sur les protéines, et quelle que soit votre application, c'est là où vous mettez votre expertise dans la paramétrisation de cette grosse fonction. Donc là, en cas des images, c'est un gros réseau de neurones dont je ne connais pas tous les détails. L'idée, c'est que je forme ce problème d'apprentissage classique, qui est un problème de régression, mais qui reste un problème d'apprentissage. Et j'utilise des techniques classiques, descente de gradient, etc., etc. Donc, j'apprends le score. Et donc là, il faut que je l'apprenne. Là, je l'apprends pour une seule variance. Mais quand on va regarder dans les diffusions, il va falloir l'apprendre à plusieurs échelles parce que
la diffusion inverse demande de score à plusieurs échelles. Donc, quand je pars ici, essentiellement, quand je vais de droite à gauche, de haut en bas, à chaque étape, j'ai besoin de connaître la densité à cette étape-là, et donc j'ai besoin de connaître la densité avec divers bruits. Et l'idée, c'est que je débruite au fur et à mesure, et à la fin, j'arrive à mes beaux échantillons. Et la magie, et là, c'est une magie qui n'est pas très bien expliquée encore, c'est on arrive à bien estimer les scores. Voilà. Donc, du même titre qu'on arrive à bien prédire le contenu d'une image, eh bien, on arrive à bien estimer ses scores grâce à ces méthodes d'apprentissage. Donc, à la fin, donc, pour résumer sur les diffusions, il y a deux aspects. Il y a cet aspect, je rajoute du bruit, j'enlève du bruit. Donc, ça, c'est l'aspect avec l'équation différentielle stochastique. Donc, il y a un peu de mystère de pourquoi c'est possible de faire cela. Aussi, ce n'est pas forcément évident de généraliser à d'autres domaines. C'est très lié à la géométrie gaussienne. Voilà. Et l'autre magie, c'est de pouvoir estimer ses scores. Donc ça, c'est fait comme ça. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais présenter dans les 20 minutes suivantes, c'est une vue un peu alternative qui a des potentiels, pour simplifier tout ça et pour voir comment l'étendre. Mais à ce stade, comme j'ai changé un peu s'il y a des questions, on peut en poser quelques-unes maintenant. Oui, moi, ce n'est pas une question très scientifique, mais tu parles beaucoup d'images, mais ça sert aussi pour d'autres types de modalités. Tu as dit que ça servait pour des protéines, ça ne doit pas être des images. Par exemple, dans la création de musique, je pense que c'est aussi la diffusion qui est utilisée avec les mêmes principes. Hein. Alors là, j'avoue que là, la musique, je ne sais pas trop. Je sais qu'en texte, ce n'est pas vrai. En texte, c'est plutôt des modèles autorégressifs qui sont utilisés. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a en musique, je pense qu'il y a un mélange parce qu'il y a un côté, la musique, il y a un côté indé, mais pas que. Mais effectivement, c'est toutes les modalités. En fait, je mets les images parce que c'est les trucs que les gens, c'est des trucs visibles, entre guillemets, mais ça s'applique à tous les endroits où on veut faire de la génération conditionnelle. J'étais à une conférence d'imagerie médicale la semaine dernière et ils sont à fond là-dedans, quoi. Parce qu'eux, ils veulent pouvoir générer des. On appelle ça jumeaux numériques ou appelle ça ce que tu veux, mais à la fin, générer de manière conditionnelle. Donc là, l'enjeu, c'est conditionnel. Générer une image, une vraie image, tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout. Enfin, c'est pas hyper intéressant, d'accord. Par contre, faire de la génération conditionnelle, ça, c'est l'enjeu. Il y a deux questions là. Oui, il y a Nicolas qui était le premier. Vas-y, Nicolas. Oui, j'ai une question. Dans un des premiers papiers Denoising Diffusion Probabilistic Models, ils avaient introduit des modèles de diffusion par la Variational Lower Bound. Est-ce que le Denoising Score Matching est une formulation équivalente ou quelles sont les différences Je ne sais pas. Aucune idée. Je sais que j'ai déjà entendu. Je sais que c'est je sais pas. Aucune idée. J'avoue que donc nous, ce qu'on va regarder, c'est plutôt travailler sur, on va supposer les scores connus, et on va beaucoup regarder ce qui va se passer, comment on change l'échantillonnage, d'accord? Donc, comme on apprend ces scores, j'avoue que je ne saurais pas vous dire, en fait. Martin? Oui. Oui, bonjour. C'était en fait plutôt pour essayer de répondre à ta question, Bertrand. Oui, c'est tout à fait pour la musique, c'est bien fait comme ça. La seule différence, en gros, c'est bon, il y a toute une question de plutôt que prédire les images débruitées, prédire le bruit en soi utilisé pour débruiter. Et en gros, il s'agit de dédoubler la chose en essayant de prédire soit la moyenne, soit en quelque sorte, disons, pour dire grosso modo, la covariance. Tu m'expliqueras ça à part, Martin, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais on va peut-être pas envahir la discussion. Oui, non, mais c'était pour te dire Philippe. que merci. pour on la en partie de parlera. moyenne, Okay. c'est la même. Pour Ouais. l'autre partie, c'est subtilement différent pour l'audio, mais c'est le principe, c'est le même en fait. On va laisser aussi Antonin poser sa question. Allô? Oui.
Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'il faut débruiter. Non, désolé, mais le son est absolument inaudible. Antonin, il faut mettre la question dans le chat parce qu'on n'entend que du bruit et on n'a pas l'algorithme de diffusion pour l'éliminer. Effectivement. Je regarde le chat. Voilà. Okay. Bon, alors, donc, je vais te poursuivre et puis je prendrai la question. Oui. On prendra après. Merci. Alors, donc, le but maintenant, ça va être de trouver une version un peu alternative. Donc, ça ne va pas être très différent, mais l'idée étant de, c'était mon cas il y a 1 an ou 2 ans, je ne connais pas très bien les équations différentielles stochastiques. J'avais fait un cours il y a longtemps, mais on va dire que ce n'était pas l'outil classique. Comment on peut faire ça? Donc, pour faire ça, on va commencer par simplifier tout. Et au lieu d'avoir ici tous les bruits, je pars de là, je rajoute plein de bruits, puis je reviens continuellement de là à là, on va se fixer d'abord une tâche plus simple. Je rajoute un bruit, est-ce que je peux revenir? D'accord? Est-ce que je peux faire ça? C'est-à-dire rajouter un bruit fixe, bon, ici, échantillonner là, d'accord? Et puis après revenir ici. On regarde un peu ça. Donc ça, c'est ce qu'avait fait mon collègue Saïd Saravi, mon co-auteur, avec Apo Ivarinen, qui, je vois, était visiteur à Saclay à un moment, je crois, il y a quelques années. Donc l'idée, ça va être j'ai une seule échelle, donc j'ai un seul score à apprendre, qui est le score à l'échelle sigma. Donc j'apprends une fois pour toutes, c'est ce qu'ils avaient fait. Et donc après, l'algorithme, il appelle ça walk jump sampling, parce que on va échantillonner dans l'espace bruité, et après, quand on se bat dans l'espace bruité, après on revient dans l'espace non bruité. Donc pour revenir à mon image favorite de mélange de deux gaussiennes, si je prends celle-ci, je vais échantillonner là. Donc là, ici, ça sera faisable. Pourquoi ça sera faisable? Parce que, comme j'ai rajouté du bruit, eh bien, ma diffusion, elle va pouvoir explorer un petit peu. C'est à peu près l'exemple que j'ai montré à tout début. Ici, je vais explorer raisonnablement, alors qu'ici, je n'explore pas. Alors, ici, c'est très dur à échantillonner. Ici, c'est plus simple. Donc ça, on peut mettre des maths derrière, d'accord, mais c'est ça l'idée. Donc, ça c'est le walk, d'accord. Et l'important, c'est une fois que j'ai marché dans cet ensemble de bruité, il faut que je revienne, d'accord. Et ça s'appelle le jump, de saute de l'espace bruité à l'espace débruité. Donc, la comparaison, c'est quand même plus facile parce qu'il y a juste à connaître sigma, donc c'est plus stable en pratique. Mais comme toute méthode d'échantillonnage, il va y avoir un paramètre et c'est bien de comprendre ce que veut dire ce paramètre. Donc, c'est un compromis entre deux choses. Et dans cette talk, il y aura toujours, dans la qualité des images données, il y aura toujours deux effets contradictoires. Un qui va être que si sigma est trop large, donc si j'ai mis trop de bruit, je ne vais pas réussir à revenir à quelque chose qui est joli. D'accord? Donc, même si mon denoiser basé sur empirical base, il est optimal, eh ben, l'optimal, il n'est pas très performant. D'accord? On gardera des artefacts. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de situations où, en fait, sigma large suffit dans la pratique. Dans le cas des protéines en question, mon collègue, ils ont fait juste un seul sigma. Beaucoup plus simple. Donc, si sigma est trop large, eh bien, le denoising ne va pas être super. Donc, on pourrait se dire, il faut quand même prendre sigma petit. Comme ça, on a un bon débruitage. Le problème, quand sigma est petit, on se retrouve dans cette situation-là où il faut échantillonner quelque chose qui est dur à échantillonner. Donc, il y a toujours un combat entre, ici, c'est dur à échantillonner, d'accord, mais à la fin, le débruitage serait parfait. Et ici, c'est très facile d'échantillonner, mais le débruitage sera vraiment bof. Voilà. Donc, c'est ça le compromis, et ce sera pareil pour tout le reste de la talk. Eh bien, on est toujours compris entre deux trucs, savoir échantillonner et avoir un bon débruitage. Mais ça fonctionne déjà pas mal. Donc ça, c'est des extraits de leur article. Et c'est aussi pour montrer que le bruit qui est rajouté est gigantesque. D'accord? Donc là, c'est vraiment des exemples où on rajoute un bruit de variance 1. D'accord? C'est des pixels qui sont entre 0 et 1. Donc on n'a plus grand-chose. D'accord? Donc, vous pouvez reconnaître qu'il y a des 9 qui apparaissent ici, des 4. Mais là, c'est très compliqué. Donc, ce qu'a fait le walk jump sampling, eh bien, c'est d'échantillonner dans cet espace-là. Et là, je montrer les images brutées, ça ne sert à rien, parce qu'on ne voit rien.
Là, je monte le retour à l'envers, d'accord? Je monte après l'estimation, après le jump qui va débruiter. Voici la chaîne de Markov. Et ce qui est sympathique, c'est que cette chaîne, elle mixe rapidement à travers les différentes classes. D'accord? On passe de 6 à 5, à 3, à 9, à 1, rapidement. Et là, c'est pas j'ai pas sous-échelonné les étapes de ma chaîne de Markov, je les ai prises telles quelles. Donc là, on change de classe. Donc l'idée, c'est que si on change de classe, on a passé à travers une poche. Alors là, l'idée, c'est que chaque classe, chaque nombre entre 1 et 9, 0 et 9, a sa propre poche de densité et qu'on passe de l'un à l'autre parce qu'on passe par l'espace bruité. Donc ça, c'est l'aspect magique. C'est que quand j'ai rajouté du bruit, toutes les choses sont proches un peu les uns des autres. Donc ça, c'est que sigma est grand. Le seul problème, c'est que j'ai quelquefois des artefacts de débruitage. Donc là, ça se passe bien. Et puis j'ai certains, c'est un peu moche, quoi, parce que le débruitage ne se passe pas très, très bien. Donc on voit que si je décroît sigma, donc l'image qu'il faut avoir, c'est que si sigma est plus petit, j'ai rajouté moins de bruit, donc le débruitage doit être meilleur. C'est ce qu'on voit ici. Le débruitage est là presque parfait. Bon, très bien, on va dire. Par contre, l'exploration de l'espace des images est beaucoup plus lent. Donc là, on mixe, et on reste dans l'espace des 5 très très longtemps. D'accord? Donc j'ai mon mode des 5, et j'y reste très longtemps, et puis je saute à 8, puis je reviens à 5. Et avant d'explorer beaucoup, ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, on voit qu'avec, en changeant le paramètre de taille 1,5, c'est quand même pas beaucoup, hein, la variance, l'écart qui change d'un facteur 2, c'est pas beaucoup. On voit des comportements quand même très différents. Donc ça, c'est la partie où on voit bien le compromis entre si je ne rajoute pas assez de bruit, j'ai du mal à échantillonner, et si j'en rajoute trop, à la fin, j'ai des images moches. Voilà. OK. Donc ça, pour les images, donc ça, c'est les travaux que j'avais fait avec eux sur les images un peu, pour essayer de comprendre. Donc là, c'est les images CIFAR, je ne sais pas combien, et qui sont des images qui sont des petits patchs. D'accord? Donc c'est des images qui ne sont pas pleine résolution, ce n'est pas une image à 1 million de pixels. Et là, on voit que quand on fait le walk jump sampling, eh bien, on arrive à explorer l'espace de ces images-là. Et pour les experts de CIFAR, toutes les classes sont représentées dans cette chaîne. D'accord? On a fait une chaîne bien choisie pour laquelle on explore toutes les classes. Donc, juste pour dire que pour les problèmes simples, pas besoin de faire des diffusions. Un niveau de bruit suffit et c'est largement suffisant. D'accord? Donc on bruite, on débruite, pas besoin de diffusion. Le seul problème, c'est que pour les images plus résolues, ça ne fonctionne pas parce que les images sont trop bruitées quand on fait un seul niveau de bruit. Donc c'est ça ce qu'on a travaillé avec Saïd. Donc je rappelle Empirical Base, voilà, c'est quand on a une image bruitée, eh bien on peut retrouver X sachant Y, le débruiteur optimal s'exprime avec des fonctions score. Eh bien, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est d'avoir plusieurs niveaux de bruit. D'accord? Plusieurs bruits faits en parallèle. Donc, je prends mon image, je rajoute des bruits, tous gaussiens, tous indépendants, mais sur la même image. L'idée, c'est que l'espoir, c'est que avec le comportement collectif de toutes ces mesures, ça finisse par mieux marcher. Donc là, comment on peut débruiter? On peut débruiter quel est le débruiteur optimal. On peut refaire le calcul d'intégration par partie. IPP, ça va faire plaisir à Saclay, voilà. Donc l'estimateur de base, c'est de moyenner les Y. Donc ça, c'est l'estimateur un peu bêta. Donc les YI, c'est X plus du bruit. Si je moyenne les Y, eh bien le X ne bouge pas et les bruits sont moyennés. Donc la variance est décrue et décroît de M. Donc ça, c'est un estimateur raisonnable, mais on peut faire mieux. Et le faire mieux, c'est un terme correctif avec cette fonction score, toujours la même, celle que j'apprends à l'aide de mes images initiales. Donc on voit que je l'apprends avec une variance réduite. Donc ça veut dire que je sais débruiter. Donc premier point, c'est à quel point le fait d'avoir plusieurs mesures va aider. Donc ce qu'on peut montrer, ce qu'on a montré, c'est que pour une mesure de distance que je ne vais pas décrire, qui est Wasserstein, eh bien, quel que soit le niveau de bruit, sigma carré, si je rajoute des mesures, je finirai par converger vers une bonne image. Donc, l'effet d'avoir plusieurs mesures aura un effet collectif qui fait qu'à la fin, j'ai réduit la variance de sigma carré sur M, de sigma carré à sigma carré sur M. Et si M est suffisamment grand, ça fonctionnera.
Donc ça, c'est la première idée qu'avait eu Saïd et son collègue Srivastava, qui est de dire, bon, bah, je vais, au lieu d'échelonner Y et de retrouver X, bah, je vais échelonner les Y, toutes les mesures en parallèle. Donc c'est la première idée. On sait ce qu'ils ont fait. Donc, exemple, sur une image quand même plus compliquée, qui a un visage voilà, comme ceci. Ça, c'est mon entrée. Ça, c'est mes bruits. Encore une fois, le bruit est gigantesque. Hein. L'idée, c'est quand même de déstructurer, beaucoup déstructurer l'image. Là, c'est ma moyenne, qui est mon estimateur un peu naïf. Donc, comme il n'y a que 4 images, ça améliore un peu, mais c'est pas encore, on ne voit pas trop l'image. Et là, l'effet du terme correctif est ici gigantesque. Je pars de cette image qui est quand même un gros bruit blanc de loin, et j'obtiens cette image qui reste encore bruitée, qui est un peu floue, mais qui est proche de celle-ci. Donc ça montre bien le côté magique du débruiteur. Donc là, il y a, quelle que soit l'application, le domaine d'application, il faut avoir des bons débruiteurs. On va avoir compris l'espace des images pour que le débruitage se passe bien. Donc là, c'est le cas. Donc là, il y a un débruiteur appris par réseau de neurones, j'ai oublié les détails, qui est assez performant. Donc, il y a quand même, vraiment, c'est un point crucial. Quand on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est sympathique, c'est que l'image, c'était mieux débruité qu'avec un seul M, mais le problème, c'est que cet espace-là n'est pas facile à échantillonner. D'accord, il reste toujours plein de poches. Donc ça, c'était un peu le problème, c'est qu'on a amélioré la performance du débruitage, d'accord, mais on n'a pas amélioré, on a dégradé la performance de sampling. Ça ne servait à rien, finalement. Et donc, la deuxième idée qu'on a fait l'année suivante, c'est de dire, on va faire, au lieu de sampler les Y tous ensemble, on va les prendre les uns après les autres. On va prendre Y1, qui est juste mon image plus du bruit. Et puis après, je vais échantillonner Y2, sachant Y1, et puis Y3, sachant Y1, Y2, etc. etc. Donc, l'idée, c'est qu'on espère que ça sera plus simple d'échantillonner. Donc, oublions ça. Donc, quelle serait l'image qu'il faut avoir? C'est que donc, ça, c'est ma fameuse gaussienne en 2D. Ça, c'est mon énergie. Donc, moi, le log de la densité. Donc là, c'est mes deux pas du tout convexes. Et l'idée, c'est qu'on va ajouter suffisamment de bruit pour devenir convexe. D'accord? Donc, le P sera log concave. Et ça, comme je l'ai dit initialement dans la présentation, ça va être les choses qui seront faciles à échantillonner. D'accord? Donc là, on voit à gauche, si je lance l'angevin à gauche, bien, ça n'explore pas. Si je lance l'angevin à droite, ça explore. C'est juste une manière simple de voir les choses. Donc, je sais échantillonner Y1, si j'ai suffisamment de bruit, ça va marcher. Maintenant, l'enjeu, c'est d'échantillonner Y2, sachant Y1. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs mesures? Donc, ça, je vais faire que des preuves par image, et après, je m'arrêterai là. Donc, ça, c'est quand M égale 2. Donc, ce que je vais montrer ici, c'est ma densité initiale, ma densité conditionnelle, ce de quoi je dois échantillonner, et positionner à la fois mon X initial rouge, ma moyenne exactement des mesures actuelles, qui est un peu l'estimateur un peu bébé, et en turquoise, l'estimateur optimal. Donc, quand M égale 2, eh bien, je dois Y2 sachant Y1, eh bien, ça, c'est Y1, qui est grâce à sa moyenne ici. Et là, je dois échantillonner un truc qui est très, très simple, qui reste aussi bien log concave. Quand j'arrive à M égale 8, bah, j'ai 8 points noirs, d'accord? Donc, mes mesures sont toutes bruitées. Donc, aucune d'entre elles prises séparément va être utile pour retrouver X. La moyenne est un peu meilleure, d'accord? Le débruiteur optimal est de meilleur en meilleur. Et toujours, l'échantillonnage que je dois faire, d'accord? Mon algorithme, il reste toujours simple à échantillonner parce que ça reste quelque chose d'assez unimodal. Puis après 32, puis après 64, et là on voit à 64, eh bien, j'ai pas mal de mesures et l'estimateur turquoise devient parfait. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ici, on voit l'effet du débruitage. Au fur et à mesure que j'ai plus de mesures, ça se passe de mieux en mieux pour mon débruitage. Bah, turquoise se rapproche du rouge, donc ça veut dire que j'ai bien débruité. Mais je n'ai eu besoin à droite que d'échantillonner des choses qui étaient simples à échantillonner. La première était log concave, et il s'avère que c'est de plus en plus simple. Donc ça, je ne vais pas décrire les maths derrière, mais ce qu'on a montré, c'est exactement ça. C'est que, quelle que soit la distribution de départ, eh bien, je peux toujours
rajouter suffisamment de bruit pour arriver à un truc qui sera simple à échantillonner au départ, d'accord, à cette sauce-là. Donc ça, j'ai un niveau de bruit minimal pour lequel ça va être simple à échantillonner. Le seul problème, c'est que le sigma sera tellement grand que le débruitage sera foireux. Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché? C'est qu'on va rajouter des mesures, d'accord, qui permettent d'avoir de plus en plus d'informations et de revenir à un X qui est moins bruité. Et ce faisant, ça, je peux le faire uniquement en échantillonnant des choses qui sont assez simples. C'est ça l'idée. Donc, je ne vais pas mettre, là, je vais pas passer ce transparent-là, mais il y a plusieurs questions importantes. C'est est-ce que pour échantillonner, j'ai besoin que des scores? Parce que est-ce que ça reste basé sur les scores? La réponse est oui. Est-ce que je sais mettre des maths derrière un peu pour savoir quel niveau de bruit je peux rajouter? Ça, on sait dire aussi. Là, on voit ici que quand on part de m égale 1, m égale 2, qui est log concave, on est de plus en plus gaussien. Donc, de plus en plus log concave, ça c'est vrai aussi. Donc, on a plein de propriétés que je ne vais pas décrire. Et je vais passer à la conclusion. Donc, voilà l'état des peu de maths. On a fait des expériences, donc ça je le mentionne parce que c'est un sujet hyper ouvert, de comment on évalue ces méthodes-là. D'accord? Donc ça c'est un vrai souci, c'est commun à tout l'apprentissage non supervisé, c'est que l'évaluation, c'est compliqué. Donc l'évaluation classique, c'est je montre des belles images. Voilà. Donc, ça c'est joli, mais c'est pas ultra facile de voir qui fonctionne mieux que les autres. Il y a des scores qui existent, ils sont un peu compliqués. Donc, nous, on a évalué pour l'instant sur les données sur lesquelles on maîtrise tout, d'accord, donc les mélanges de gaussienne. Et là, je n'ai pas présenté les détails, mais à la fin, le compromis entre le niveau de bruit, si je prends un niveau de bruit initial qui est trop petit ou trop grand, ça ne marche pas. Et si je prends m égale 1, une seule mesure, ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc là, je ne vais pas avoir le détail, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais les différents aspects que j'ai expliqués, les différents compromis sont visibles. Donc, pour résumer un peu la deuxième partie, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est d'avoir une vision de ces modèles de diffusion qui était donc sans équation différentielle stochastique. L'idée étant de séparer, on n'est pas forcé d'avoir une diminution continue du bruit. On peut le faire de manière soit un seul step, ou soit en plusieurs étapes. Et à l'aide de ça, on peut avoir des paramètres, hyperparamètres qui sont clairs. D'accord? Donc, sigma, c'est on rajoute du bruit pour que les choses soient simples à échantillonner. Et M, on le prend aussi grand que nécessaire pour avoir un bel échantillon à la fin. Donc, au niveau des extensions, donc on peut l'étendre à la génération d'images. Donc ça, on l'a fait en fait déjà. On retrouve le même genre d'images que les générations d'images, donc là non conditionnelles. Hein. Donc on génère des images d'un jeu de données. Il y a d'autres travaux sur l'analyse théorique, donc plus dans la ligne de ce que fait Alain Durmus et Eric Moline à l'IX ou Arnaud Dalalian à l'ENSAE. Mais là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est d'aller au-delà de rajouter du bruit gaussien. Donc, quand j'étais à l'école, on m'a appris que la géométrie euclidienne sur les images, c'était vraiment mal. C'est quelque chose qui comparait deux images par la norme L2, quelque chose vraiment on perd beaucoup d'informations. Donc ça, c'est vrai pour les images. Quand on a des données discrètes en biologie, eh bien, rajouter du bruit gaussien sur des données discrètes, c'est quand même pas chic. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser les mêmes outils pour aller dans le cas discret. Équation différentielle stochastique dans le cas discret, c'est pas compliqué aussi, ça reste compliqué parce que c'est quand même très lié au monde gaussien. Donc là, avec ces histoires d'Ampère-Goebbels de mesures multiples, ça on sait le faire, et ce qu'on est en train de faire. Et dernier petit point, c'est de garder un peu plus proche l'échantillonnage conditionnel. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, hein, c'est de bien comprendre cela. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Francis. Il y a trois questions dans le chat, plus au moins une personne qui a levé la main, ou dès que je vois plus lever la main d'ailleurs. Juste un tout petit, avant de passer la parole, peut-être Patrice, tu voudras dire quelque chose aussi, mais avant de passer la parole aux personnes qui ont des questions,
Ici, on est dans un séminaire scientifique commun entre Systemix et puis le Confiance.ai. Le fait que tu dises finalement on ne s'est pas évalué, ben, c'est quand même pas génial. Et non, mais c'est pour ça que je l'ai mis, pour ça que je l'ai mentionné, parce que je trouve ça non plus aussi pas génial. Ça veut pas dire ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire que, on va dire, ce monde est dominé, et c'est malheureux, par faire des jolies images. Ouais. Et donc, on n'est pas, mais dès lors qu'on va passer à quelque chose de plus scientifique, on n'est pas restreint à ça, quoi. Donc, mais ça reste un sujet ouvert. Comment on le fait correctement, ça reste un sujet ouvert, et j'avoue que je n'ai pas de solution. Après, c'est des solutions dépendant du cas d'usage. Donc, dans le cas des protéines, ce qu'ils font, c'est ils génèrent des protéines comme candidat pour faire des protéines intéressantes. Eh bien, ils prennent, ils testent, ils font le test in vivo, Oui. et puis là, c'est qui marche le mieux. Et donc, ils se sont rendus Oui, compte oui. que les protéines Non. générées in vivo étaient quand même assez performantes. Celles qui étaient générées in silico et après testées in vivo étaient performantes. Donc là, ça reste une évaluation humaine, mais humaine, dire biologique. Mais comment on évalue ça correctement, ça c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui intéresse qui occupe les gens, d'accord? Oui, oui, Et là, bien sûr. dans le monde, au-delà de faire des images sur le net, eh bien, on va être soumis à ça, mais j'ai pas de réponse pour le moment. Mais c'est quelque chose dont C'est un petit peu la suite de ce que tu disais sur l'évaluation dans le domaine non supervisé, de toute façon, qui est un sujet qui est de toute ancien. façon, c'est toujours le problème, c'est que souvent on dit on va utiliser à quel point le non supervisé aide pour une tâche supervisée ultérieure. Ça, c'est la manière classique. Mais là, comme on échantillonne des images, bah, alors souvent les gens le disent, on peut échantillonner pour le rajouter à mon jeu de données, tout supervisé, on peut créer de nouvelles données. Et grâce à ça, c'est pas vrai. On crée de nouvelles données, on utilise notre a priori pour pouvoir générer des données qui vont prendre en compte l'a priori qui a été fait pour apprendre le score. Mais on ne peut pas générer de nouvelles données, c'est pas possible. Ça, c'est une information. Les données sont là, on ne peut pas en créer de nouvelles. Par contre, c'est une manière, générer des images comme cela, de mettre de l'a priori sur le problème. Et l'a priori, il est mis par la fonction score qui a été utilisée pour apprendre le problème. Donc, c'est un a priori qui est plutôt sympathique à mettre, mais ce n'est pas on est en train d'utiliser de l'a priori, donc pas sur une énergie, pas sur un terme L1, mais sur l'espace de fonction qui a été utilisé pour les fonctions score. Dans la file d'attente, il y a quelques questions, s'il le permet, Patrice. Alors, c'est Antonin qui avait été le premier parce qu'il n'avait pas pu poser sa question tout à l'heure. Je vais la lire parce que je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas sûr que son micro marche de nouveau. Donc, ce qu'il écrit, Antonin, c'est il y a une interprétation variationnelle de l'apprentissage du score. Est-ce qu'on peut s'en passer pour faire l'analyse théorique, choisir T par exemple? Alors, c'est une bonne question. Donc là, il y a deux aspects là, dans l'analyse théorique. C'est comprendre comment échantillonner, donc à quel point il faut discrétiser le temps, dans le cas des diffusions. Dans mon cas, à quel point je dois prendre sigma grand et m grand. À quel point je dois prendre sigma petit et m grand. Voilà. Ça, c'est la question 1 étant donné les scores, comment j'échantillonne. La question 2, c'est comment trouver les scores. Et donc là, effectivement, comment trouver les scores, ça reste, on rentre dans le cadre de l'apprentissage supervisé. Donc, on peut le faire avec des méthodes soit débruitage direct ou soit afférence relationnelle. Mais à la fin, ça reste compliqué à comprendre sur ces grands jeux de données à quel point le score est proche de la réalité. Donc, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait dire, c'est que si j'ai le score à epsilon près, eh bien, ma diffusion marchera à epsilon près, avec epsilon prime près, et en espérant qu'epsilon prime ne soit pas trop loin d'epsilon. Donc ça, c'est des gens qui travaillent là-dessus. Mais comprendre pourquoi le score est bien estimé, c'est du même ordre que comprendre pourquoi le deep learning arrive à bien prédire. On a des pistes, mais ce n'est pas facile. Alors, il y a Mohamed. Je me demande si tu n'as pas répondu déjà finalement dans les questions d'évaluation. Mais Mohamed, vas-y. Mohamed Ibn Kenner. Oui. Bonjour, merci Francis pour la présentation. En fait, ma question par rapport à l'algorithme de Gibbs, y a-t-il moyen pour mesurer en fait si l'échantillon généré par l'algorithme couvre bien la distribution cible,
Oui, qui est ça alors, l'objectif. alors j'aurais dû dire ça en préambule. Je ne suis pas expert d'échantillonnage. D'accord? Donc, pour cela, il faut aller voir Eric Moulin. Alors là, vous en aurez pour votre argent. Mais ça, c'est un problème difficile. Donc, la manière simple que je connais, c'est je lance 2 chaînes. Et quand les chaînes ont l'air identiques, c'est que j'ai bien mixé. Ça, c'est un sujet ouvert en échantillonnage MCMC. Quand est-ce qu'on s'arrête? Oui, parce qu'en fait, il y a des critères de convergence, voilà, bien effectivement, dans l'article. Ouais, Oui. mais souvent, alors moi, ce que j'ai compris, on s'arrête quand on en a marre. Hein. C'est comme ça que je l'ai perçu de la plupart de mes collègues, parce que le temps de mixage de ces chaînes de Markov, le plus souvent, est exponentiel dans diverses quantités. Donc souvent, ça explore le mode duquel on est parti, qui est un mode intéressant. Moi, je ne dis pas que ces méthodes ne servent à rien, au contraire, c'est hyper utile, mais ça ne mixe pas. Je pense que la plupart des fois, on lance du Gibbs sampling, mais on n'arrive pas à la convergence. On a exploré un mode qui est intéressant. Et comment on caractérise a posteriori si on a bien convergé, ça, c'est un problème. Et c'est la raison pour laquelle on s'est attaché à comprendre ou s'attacher à s'assurer que toutes les distributions desquelles on va échantillonner sont bien conditionnées. Donc, on sait à l'avance que ça fonctionnera bien. Mais pour l'instant, on ne fait pas de test a posteriori de vérifier que nos échantillonneurs fonctionnent bien. Mais ça, c'est quelque chose qui est un problème ouvert. Hein. En optime, c'est facile, on calcule la fonction de coût. Et quand elle s'arrête de décroître, on s'arrête. En sampling, je ne suis pas assez expert, mais c'est une bonne question. Merci, merci. Il y a aussi donc Jayan. Est-ce que tu écris que ta question peut-être plus valable? Je ne sais pas si tu veux poser quand même. Oui. Bon, déjà, merci pour la présentation. Hein. C'était très clair, au moins à mon niveau. En fait, non, c'était plus effectivement pour la première partie où si on veut en fait bruiter suffisamment pour obtenir la gaussienne en grande dimension, on peut imaginer que ça peut durer très longtemps parce que il faut aller vers des bruits très grands et c'est ce que tu montres dans la deuxième partie, justement, où tu sautes directement sur un très gros bruit et après tu travailles pour améliorer la qualité du débruitage et donc effectivement, voilà, donc ça répondait. Voilà. Mais merci beaucoup. Hein, oui, après, pour être ce qu'on a découvert a posteriori, hein, c'est que ce qu'on fait nous, on peut le voir comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. D'ailleurs, on a pris un certain temps pour que même qu'on nous l'a dit, on n'y croyait pas. Voilà. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on fait, ça correspond à des pas discrets de ce processus-là, en fait. On fait des grands sauts. Au lieu de faire un continu, on fait des grands sauts. Donc, c'est pas du tout évident, mais c'est juste à la fin un rééchantillonnage de ce machin-là. Un échantillonnage dans le sens, je prends d'un ensemble discret. Voilà. Donc, je pas un échantillonnage régulier de ce truc-là. Donc, à la fin, je pense que ce qu'on a fait dans le cas gaussien, finalement, c'est pas très différent parce qu'à la fin, il faut un score, il faut faire du sampling, c'est pas très différent. Par contre, c'est un potentiel pour aller au-delà. C'est comme on a simplifié tout, en particulier ce qu'avait fait Saïd avant, qui est un seul niveau de bruit. Là, on peut tout comprendre ce qui se passe. D'accord? On peut comprendre les compromis entre un niveau de bruit et la facilité de l'échantillonnage. Et que dès lors qu'on a des données dès lors qu'on connaît des choses, donc là, par exemple, ici, quand j'ai X plus peu gaussien, eh bien, il y a plein de domaines où je connais des bons niveaux de bruit, quoi. Des bruits comme je connais le bruit naturel des données, eh bien, je peux essayer de rajouter du bruit orthogonal à ce bruit naturel pour bouger dans les bonnes composantes. Donc, il y a plein de choses à faire en regardant les données droit dans les yeux avec les connaissances qu'on a déjà. D'accord? Donc, dire que la gaussienne, c'est un bruit classique, c'est très rare, quoi. Donc, il y a plein de bruits. Il n'y a pas d'un cas où le bruit, c'est un bruit de poisson, ou alors c'est un bruit en musique. En musique, le bruit gaussien peut avoir un sens. Hein, mais il y a plein d'endroits où on peut faire du bruit, utiliser ce qu'on sait sur le bruit pour faire un truc un peu mieux. Ça va, Jayan, tu veux rebondir? Non, super, merci beaucoup. Merci. Il y a encore une question dans la file d'attente, c'est de Mozen Zargarani, à qui je donne la parole. Et on a dépassé le midi, donc on va bientôt conclure. Hello, Professor Bach and others. Do you hear my voice?
Yes, I do. Okay. So I saw that both Saremi and Ivarian used Markov chain Monte Carlo for both sampling and jumping. So the first question is the computation cost in their model in neural empirical bias, and in the other side, and at the last paragraph of conclusion, you stated that we can develop the control affine model by using the state-dependent covariance of Brownian motion. Yeah. Okay. So the question is how to do this, to design in a state-dependent covariance of Brownian motion. So again, we need some type of Markov chain Monte Carlo to integrate on all probabilities. So again, the same question to the computation cost. If we want to try to develop the control affine. How do you think about it if we use it? Okay. So for the first part, so my understanding is that the neural empirical-based paper, the denoiser is not stochastic, but maybe I'm wrong. Okay, so my image that the jump part was simply you apply the score function, but I don't know the exact answer. I didn't check. And for the second part of the question, I don't see where the control affine part comes in. In fact, you mentioned control affine, but where is the control part in what I presented? I'm a bit lost. Oh, maybe the same. Maybe the use of covariance matrix. Oh, okay. So what you could do, okay, is replace the identity noise, which is like an isotropic noise, by colored noise. Okay, and so then you have two choices. So should you use the noise of the data? Okay, I believe you should use the opposite of the noise of the data. The goal is to jump from, the goal is to mix everything. Okay, so if you want to mix everything, you have to be orthogonal to the natural noise. So I believe that you should use something where adding noise along variations which makes you not move. Like if you add contrast, it won't help. Jumping from a 1 to a 2 using the different variation contrast will not help. Okay, so you choose something orthogonal. So I believe you could make things. I have no clue on how they should be done, but I think this is something which is reasonably not easy, but you can understand. In this simple model, you can start to see what's happening. With a full diffusion, is too many things move at the same time. And what I like in what they did is that they make the problem simple, and you have this trade-off between easy to sample and good denoising performance. Okay. And the diffusion does that at the same time, but using tools which are a bit harder to generalize. Okay, thank you, Professor. Merci. Alors, il y a dans la conversation. Il y avait Camille qui avait Oui, mais là, elle a rebaissé la main après. Bon, alors, je ne sais pas si elle veut poser quelque chose, Camille. Là, on a perdu, comme il est pas midi passé, on a perdu à peu près la moitié des gens qui étaient là. On est 36, on a été 60 à un moment. Donc, je sais si Camille ne relève pas la main, je pense qu'on va. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Patrice. Moi, je voudrais te remercier beaucoup, Francis, pour cela. Je crois que ça a été très apprécié. Et puis, je m'associe. J'étais pas connecté au tout début. J'avais une contrainte. Voilà. Merci beaucoup, Francis, pour ta participation. Des remerciements dans le chat, des applaudissements, dont tout le monde est content.